möchte in einstellen. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour Retour aux sources, votre rendez-vous de l'histoire sur la Une. Le 29 janvier 1817, il y a 200 ans, deux jeunes industriels anglais rachètent le château de Serein pour y installer une nouvelle usine. Ils s'appellent James et John Cockerill. Le documentaire que nous vous proposons ce soir s'intitule John Cockerill, toute une histoire. Cockerill, c'est en effet l'histoire de la Wallonie qui, sous son impulsion, devient la deuxième puissance industrielle au monde. C'est l'histoire de nos paysages, de nos bassins sidérurgiques, de nos familles. Cockerill, c'est un état d'esprit qui marquera des générations d'ouvriers. C'est aussi un nom connu aujourd'hui encore à travers le monde. On en oublierait presque qu'à la base, il y avait un homme très charismatique, qui reprend vie maintenant dans John Cockerill, toute une histoire, un film de Bernard Baltou qui nous rejoindra en plateau juste après. À tout de suite. C'est un voyage en Afrique du Sud qui n'aurait pas déplu à John Cockerill. Dans ce paysage désertique, tout en haut d'une tour, il y a une chaudière à vapeur ultramoderne qui porte sa marque. Cette chaudière, en réalité, c'est le cœur d'une centrale thermosolaire qui produit de l'électricité pour 70 000 familles exclusivement grâce au soleil. Cockerill, John, industriel liégeois, un des tout premiers hommes qui a réussi, voici 2 siècles, à maîtriser la vapeur. Comme toutes les machines de ce genre qu'il a fabriquées en son temps, celle-ci porte bien son nom. Dans tous les livres sur l'histoire des sciences et des techniques, à la table des noms, on trouve le sien, Cockerill, John. C'est un emblème qui reste dans les mémoires. Cockerill is a long-standing history. Cockerill, c'est toute une histoire qui a commencé avant moi. Mon père, William Cockerill, était un artisan mécanicien de génie. Il fabriquait des métiers à tisser mécaniques. À la fin du XVIIIe siècle, il avait quitté l'Angleterre pour déployer son savoir-faire à l'étranger. Il avait d'abord essayé en Suède, puis en Russie, mais c'est à Verviers qu'il avait établi son atelier. Puis, ses affaires se développant rapidement à Liège. Industriellement parlant, le filage mécanique de la laine, c'est un formidable business. Une machine comme celle-ci remplace d'un seul coup 40 fileuses. D'ailleurs, les clients affluent de partout. On s'arrache les métiers à tisser mécaniques de William Cockerill. Nous sommes en 1807. La Wallonie entre dans la modernité. Elle sera bientôt la première région d'Europe continentale à s'industrialiser massivement.
Et cela a commencé ici même, au pied du pont des Arches, dans l'atelier liégeois de M. William. Dans l'atelier de mon père, toute la famille travaillait, y compris moi-même, comme simple apprenti. J'ai acquis une solide expérience au contact des chaudronniers et des mécaniciens. Si l'atelier de mon père était florissant, c'est aussi grâce à leur ingéniosité et à leur travail. Je n'oublierai jamais mes origines. Nul doute qu'enfant, John Cockerill ait été très impressionné par son artisan de père. Il va suivre sa trace. John a rapidement de grandes idées en tête, mais il a besoin d'espace. Du haut de ses 27 ans, il réussit à convaincre le roi Guillaume Ier des Pays-Bas de lui céder à bas prix ce château à Serein qui avait appartenu naguère au prince-évêque de Liège. Come on, James. Come and have a look. Le château de Serein nous a été cédé pour 21 262 florins, une bouchée de pain. Serein et tout le bassin liégeois doivent beaucoup au soutien actif du souverain hollandais. L'idée de John Cockerill est d'implanter à Serein une usine ultramoderne, comme il en existe déjà en Angleterre. Avec son frère James, qui lui revendra bientôt ses parts, il veut fabriquer ce que les autres sur le continent sont encore incapables de faire. Construire en série des machines à vapeur. Le 29 janvier 1817, il y a 200 ans, c'est donc ici que tout a véritablement commencé pour John Cockerill. Le 29 janvier 1817 est une date extrêmement importante pour la région liégeoise. C'est ce jour-là que John et James Cockerill, deux très jeunes industriels qui étaient installés à Liège, ont acheté au gouvernement hollandais et au roi Guillaume Ier le château de Serein, afin d'y installer une nouvelle usine. Continuez sans crainte vos grandes entreprises. Et rappelez-vous que le roi Guillaume des Pays-Bas a toujours de l'argent au service de l'industrie. Guillaume Ier a aussi compris que le nerf de la guerre pour les industriels était la finance. Donc il va organiser une société pour le développement industriel et favoriser l'installation des Cockerill à Serein. En 1817, la Belgique n'existe pas encore. Elle est hollandaise et sous la poigne d'un despote éclairé, Guillaume Ier, le roi des Pays-Bas. Pour industrialiser ces provinces du Sud, le monarque compte beaucoup sur John Cockerill, dont on lui a dit grand bien. À cette époque, la région liégeoise est riche en charbon et en minerais. Elle est fière à juste titre de ses artisans et de ses ouvriers, depuis longtemps spécialisés dans l'extraction de la houille et le travail du fer. Guillaume a bien compris qu'il faut développer tout cela, en passant du stade artisanal au stade industriel. Ça tombe bien, le château de Serein en bord de Meuse est idéalement situé à proximité de gisements de charbon, de minerais et de main-d'œuvre. Tout ce qu'il faut pour faire usine. J'en suis convaincu. La maîtrise de la vapeur va bouleverser de fond en comble les méthodes industrielles et la vie de tous les jours. C'est un Français, Denis Papin, qui a mis au point le premier prototype de la machine à vapeur. Une découverte majeure. Mais c'est un Écossais, James Watt, qui fut le premier à réaliser une machine à vapeur de dimension réelle. Époustouflant. Avant cela, notre industrie sidérurgique notamment, elle était le long des rivières de nos Ardennes et le long des bois. On va remplacer le bois, il n'y en a plus, par le charbon et l'eau par la machine à vapeur. Et Cockerill a compris cela. Dès le début, dès qu'il s'installe à Serein, il veut faire de la machine à vapeur son premier produit. Et quand on regarde la production des machines à vapeur en Belgique entre 1817 et 1850, plus de la moitié
sont produites dans les ateliers de Cockerill. Son objectif, c'est de faire des machines et de les vendre. Mais pour pouvoir faire des machines, il faut le faire, comme dirait l'autre, F-E-R. Donc, il décide de construire des hauts fourneaux, de construire des forges, d'installer des laminoirs, de maîtriser le processus complet. C'est ce qu'on appelle à l'époque une usine intégrée. Sur le continent, l'usine Cockerill est la première du genre. Elle va attirer de tous les environs une abondante main-d'œuvre, comme un gigantesque aimant. En moins de 25 ans, Seraing, petit village agricole, deviendra une ville industrielle de 10 000 habitants. Comme partout, les conditions de vie et de travail sont rudes, les salaires sont très bas et les journées prestées très longues, plus de 12 heures par jour. Pour les hommes, comme pour les femmes et les enfants, l'idée même d'un droit à une vie digne n'existe pas encore. John Cockerill, pourtant, n'est pas un patron comme les autres. On lui reconnaît un sens social très marqué pour l'époque. À Seraing, il crée une école industrielle pour les fils de ses ouvriers. Il ne fabrique pas que des machines, il crée aussi un ascenseur social avant la lettre, car il a grand besoin de techniciens qualifiés. En 1826, l'usine Cockerill passe déjà pour la plus moderne et la plus vaste d'Europe. Hommes politiques, journalistes, écrivains viennent d'un peu partout la visiter. Certains, admiratifs, la qualifient même de temple de la métamorphose du fer. Parmi les multiples réalisations à notre actif, en voici une que tout le monde connaît. Érigé en 1826, 11 ans après la grande bataille, le lion de Waterloo est composé de 9 pièces en fonte coulées dans nos fonderies de Seraing. Poids total, 28 tonnes. Ce colosse symbolise la pacification de l'Europe après Napoléon. Business as usual. La paix favorise les affaires. « 1830, comme un coup de tonnerre, c'est la révolution belge. Les troupes hollandaises sont chassées de Bruxelles. La Belgique va devenir un État neutre, une sorte de tampon dans le concert des grandes puissances. Exit Guillaume Ier. Pour John Cockerill, quelle déception. Il est très lié au monarque, il lui doit tout. Cockerill a été un fervent supporter de Guillaume Ier, même après la Révolution belge, alors que les autres industriels ont compris que leur intérêt était quand même de participer au développement du nouveau pays où ils étaient installés. Cockerill, lui, va beaucoup plus lentement que les autres quitter le giron de Guillaume Ier, et on peut dire que le choix de Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était protestant comme Cockerill, a peut-être quand même facilité à un moment donné sa reconversion vers la Belgique. Le nouvel État belge va l'y aider en lui ouvrant un marché très prometteur, le chemin de fer. Voilà un bon chemin pour John Cockerill. Il va s'y engager tête baissée. Il le sait bien. La locomotive à vapeur a été mise au point quelques années plus tôt par l'anglais George Stephenson. Il lui écrit donc pour acheter son brevet. C'est un coup de génie. Ce Stephenson est un bonhomme extraordinaire. Sa machine, un dragon qui crache le feu. Il me faut son brevet. Le chemin de fer, quel formidable marché en perspective. Chez nous, c'est en 1835 que la Belgique, maintenant je peux utiliser le mot Belgique, que la Belgique inaugure son premier chemin de fer. Il n'est pas très long, il va de Bruxelles à Malines. Et les 5 premières locomotives, elles sont fournies par Stephenson. John Cockerill
produira la 6e. Elle va s'appeler Le Belge. C'est déjà en 1835. Et après ça, il va être, pendant longtemps, le premier fournisseur de locomotives pour les chemins de fer de Belgique. C'est un marché inouï qui se présente, pas seulement à cause de la machine à vapeur, aussi parce que dans les chemins de fer, comme le dit le nom, il faut du fer, il faut des rails. Le produit sidérurgique le plus important au point de vue quantité de notre sidérurgie entre 1830 et 1870, c'est le rail. Et on exportera des rails dans le monde entier. Cette carte, c'est le premier dépliant touristique des chemins de fer. Les Belges découvrent un pays, le leur, qui vient juste de se créer. Et ça, c'est fabuleux. Malines devient le nœud de toutes les liaisons ferroviaires. De là partiront bientôt des lignes vers la Prusse pour Louvain, Liège et Verviers. Au nord, on reliera Anvers, à l'ouest, Ostende, au sud, la France. La construction des chaudières, cylindres et pièces motrices fait tourner à plein régime tôleries, fonderies, forges et ateliers de construction. Sur les 122 locomotives qui entreront en service sur le réseau belge, entre 1835 et 1840, plus de la moitié seront fabriquées dans l'usine Cockerill. Elle s'étend désormais sur 50 hectares et elle occupe plus de 2000 ouvriers. Où s'arrêtera-t-il, ce John Cockerill ? Il voyage en calèche et sans trêve aux quatre coins du continent pour vendre ses machines. Il se joue des frontières et ce qu'il gagne, il l'investit tout aussitôt. En Wallonie, outre Serein, il est implanté à Verviers, Bois d'Avroy, Ougré, Tilleur, Spa. Il crée ou achète des usines un peu partout en Europe. Fabrique de coton à Barcelone, houillère et au fourneau en France, tissage mécanique en Allemagne, atelier pour la construction de machines à vapeur à Saint-Pétersbourg. Un observateur de l'époque note « Chez John Cockerill, l'esprit d'entreprise avait quelque chose d'aventureux, de chevaleresque. L'inconnu, l'imprévu même, avait pour lui d'irrésistibles séductions. Il dévorait l'avenir, il voulait tout réaliser à la fois. » C'est bien cela qui commence à inquiéter ses créanciers. Son extraordinaire esprit d'entreprise, son appétit boulimique d'aller de l'avant. Qu'adviendra-t-il au moindre revers de conjoncture? John Cockerill assume beaucoup personnellement et il a eu tendance à un moment donné à investir beaucoup à l'étranger, beaucoup trop d'après les banquiers belges. Ils estimaient qu'il se dispersait. En 1837-38, il y a eu une crise financière. Cockerill, à ce moment-là, se trouve en défaut de paiement vis-à-vis de l'État belge et il est plus ou moins mis sous tutelle. Et sa personnalité fougueuse ne va pas accepter cette situation. John Cockerill n'est pas invulnérable. Un grave accident de la route l'a cloué au lit pendant plusieurs semaines, l'éloignant de ses affaires au plus mauvais moment. Les banquiers perdent confiance. Je me sens coincé. Ils ont tort, les banquiers. Ils disent que je vois trop grand, trop loin, trop vite. Ils me reprochent mon désir insatiable d'investir dans de nouvelles activités industrielles. Maintenant que la crise sévit, ils n'ont plus confiance en moi, je le sens bien. Je suis si près du but. Courage to the last. Guillaume Ier ne peut plus l'aider, ni l'État belge. Qu'à cela ne tienne, Cockerill a un plan. Il part en calèche pour la Russie. Il en est sûr. Le tsar Nicolas Ier lui apportera son appui. Ne veut-il pas, à tout prix, industrialiser son empire? N'a-t-il pas un criant besoin d'hommes comme Cockerill? Mais Cockerill échoue à le convaincre. Il échoue et sur le chemin du retour, il tombe malade, il décède et laisse son usine en piteux état. À son retour de Saint-Pétersbourg, une fièvre typhoïde a terrassé Cockerill. Il est mort à Varsovie le 19 juin 1840. Il n'avait que 50 ans. Il laisse une épouse, mais pas d'enfant.
Son enfant, c'est l'usine de Seraing qu'il va falloir sauver. L'ombre tutélaire de John Cockerill continuera longtemps encore à planer sur Seraing. John Cockerill était un génie au point de vue perception de l'avenir. C'était un entrepreneur extraordinaire, mais c'était un mauvais gestionnaire. Quand, après sa mort, on va examiner ses comptes, les comptes des établissements Cockerill, on va quand même constater que ce n'est pas un expert comptable. D'ailleurs, et ce ne sera pas la dernière fois, l'État belge va devoir intervenir parce que la situation est catastrophique et on est au bord d'une faillite, donc d'une catastrophe sociale. Mais heureusement, le patron des établissements Cockerill qui va succéder à John, c'est son neveu, Gustave Pastor, et lui est un excellent gestionnaire. Il va assainir la situation et relancer brillamment l'entreprise. Mon successeur l'a bien compris. Pour aller de l'avant, il faut innover. C'est déjà une tradition chez Cockerill, et ça le restera. Plus que jamais à cette époque, les pays industrialisés regorgent d'inventeurs. Parmi eux, l'anglais Bessemer, Henri Bessemer. Tout le monde, sauf Pastor, lui rit d'abord au nez, mais le convertisseur qu'il met au point est une véritable révolution technique. Chez Cockerill, il va remplacer avantageusement la production d'acier au creuset. Il permettra de produire en quelques heures autant de tonnes d'acier qu'on en produisait auparavant en 20 jours. Il permettra aussi de réduire sensiblement les accidents de travail. On peut considérer symboliquement que l'année 1863, quand au mois d'avril on réalisera à Seraing la première coulée d'acier Bessemer, c'est l'entrée de la sidérurgie belge dans la seconde révolution industrielle. Le fer était un des éléments majeurs de la première révolution industrielle, avec le charbon de terre et la machine à vapeur. L'acier va être un des éléments de base de la seconde révolution industrielle. C'est réellement un produit extraordinaire et il va révolutionner le monde. Réfléchissez au nombre de pièces autour de l'homme moyen qui sont encore aujourd'hui faites en acier. Dès 1850, la société anonyme Cockerill renoue avec les bénéfices. Les salaires augmentent, les conditions de travail s'améliorent un peu. L'usine de Seraing est à nouveau sur les rails. Elle poursuit d'ailleurs son expansion dans le chemin de fer un peu partout en Europe. Et elle se lance dans la production de nouveaux équipements comme ce pont suspendu, tout en fer, qui enjambe la Meuse à Seraing. C'est une première mondiale. Ce genre d'ouvrage va devenir une spécialité de nos ateliers. Elle s'exportera jusqu'en Chine quelques décennies plus tard. On sait tout faire chez Cockerill. Ici, ce sont des atlas du portefeuille de John Cockerill. C'est en fait un inventaire de tout le matériel sorti des établissements Cockerill depuis leur fondation jusqu'aux années 1880. Alors on découvre en fait des machines à vapeur, des locomotives, des machines d'exor, des roues hydrauliques, avec une précision digne des ingénieurs. Donc on peut très facilement regarder, examiner comment ça a été construit d'un point de vue technique. Et puis à partir de 1880, ces informations sont reprises, là non plus dans un livre, mais plutôt sur des gravures en verre. Celles-ci ne sont pas tellement anciennes, il me semble qu'elles sont du XXe. Je vois ici un pont portique qui devait surmonter les accumulateurs à minerais des hauts fourneaux, et ici, une vue des accumulateurs. Certaines avaient un but publicitaire quelque part. C'était montrer au grand public, mais aussi aux clients potentiels, ce que Cockerill était capable de faire.
C'est extrêmement intéressant pour les historiens de l'industrie et des techniques. Ces plaques de verre sont issues d'un fonds iconographique très important. À la société Cockerill, avant l'invention de l'appareil photo comme on le connaît aujourd'hui, on a entrepris de photographier donc dès la fin des années 1880 jusque dans les années 50 des prises de vue, de photographies, donc sur plaques de verre, c'est l'ancêtre du négatif. Et donc on a comme ça un fonds très riche de 15 000, 20 000 plaques de verre qui représentent la production de la société Cockerill. La Wallonie connaît à cette époque la croissance la plus fulgurante de son histoire. Les innovations se succèdent, l'acier remplace le fer, les moteurs à gaz se généralisent, et voici la dynamo de Zenob Gramme. Elle annonce l'avènement de l'électricité qui détrônera bientôt la machine à vapeur. Dans les années 1880, on réussit à maîtriser l'électricité et surtout à la produire de manière industrielle. Elle va se répandre partout à la vitesse de l'éclair. Dans les usines, l'électricité va donner un formidable coup de pouce au progrès industriel et technique en réduisant du même coup la main-d'œuvre nécessaire. Et cela est durement ressenti par la classe ouvrière. Des émeutes vont éclater au printemps de 1886. La mise en place de nouvelles techniques de production suscite la révolte. À Serein également, il y a des émeutes. Les troupes du général Van der Smissen occupent les ponts de la Meuse et le château Cockerill. La répression est féroce. 3 semaines plus tard, le gouvernement décide d'organiser une grande enquête sur la condition ouvrière. Il faudra cependant attendre 3 ans pour qu'une loi instaure la semaine de 6 jours et interdise le travail des enfants de moins de 12 ans. Le mouvement ouvrier commence à s'organiser. Il se lancera bientôt à la conquête du suffrage universel et de la journée de 8 heures. À cette époque, Cockerill développe aussi sa production d'armes, en fabriquant par exemple des canons pour l'armée belge. La guerre franco-prussienne de 1870 a réveillé les ardeurs bellicistes en Europe. La course aux armements est enclenchée. Elle ne s'arrêtera plus. C'est aussi dans ces années-là qu'un brillant ingénieur qui a fait toutes ses armes chez Cockerill en prend la direction générale. Adolphe Greiner tiendra les rênes de l'entreprise pendant près de 30 ans, de 1887 à 1915. Cet Adolphe Greiner, ce n'est pas un fils à papa. Ce n'est pas un homme riche. C'est un ingénieur. Il sera brillant. Pour vous donner un exemple, il est un des rares non-anglais qui sera à un moment donné président du prestigieux Iron and Steel Institute de Londres. Il recevra la médaille Bessemer, qui est un peu le prix Nobel des sidérurgistes. C'est un tout grand monsieur. Je crois que chez Cockerill, on a toujours exercé une certaine veille technologique. Autrement dit, on est à l'affût de ce qui se passe dès la naissance des machines à vapeur. Maintenant, si les établissements Cockerill ont pris de nombreux brevets, je crois qu'ils ont su aussi engager à leur service de prestigieux mécaniciens. Cockerill a une caractéristique particulière. Quand vous prenez le temps de lire les rapports manuscrits bien écrits des conseils d'administration d'Espérance Londeau, d'Ougray-Marié et de Cockerill, eh bien Cockerill, c'est différent. Ougray-Marié, Espérance Londeau, ce sont des sidérurgistes. Leur objectif majeur, c'est de produire de l'acier. Pas chez Cockerill. On sent, à travers tous ces rapports, une préoccupation constante des établissements Cockerill, c'est de vendre les machines qu'ils produisent.
Dans le dernier quart du XIXe siècle, la division mécanique de Cockerill va déployer tous azimuts son dynamisme et son savoir-faire, un peu partout dans le monde, en commençant par l'immense Russie, que John Cockerill avait déjà prospecté. C'est le nouvel Eldorado pour les industriels belges. En 1900, ils seront même les premiers investisseurs étrangers en Russie. Dès 1886, Cockerill participe à la fondation de la société dniéprovienne du Midi de la Russie qui nous rapporte d'énormes dividendes. Nous investissons dans les charbonnages du Donetsk en fournissant techniciens, capitaux et matériel d'équipement. Certains industriels obtiennent également le concours de la haute finance et le soutien des pouvoirs publics pour créer des sociétés de tramways électriques à Kiev et à Odessa par exemple. En tout, plus de 20 000 Belges, des Liégeois pour la plupart, émigreront en Russie pour y monter des aciéries, des verreries, des centrales électriques et les faire tourner. Parmi eux, beaucoup de techniciens et d'ingénieurs de chez Cockerill. Le roi Léopold II, de son côté, rêve d'une colonie pour la Belgique. L'explorateur Henry Morton Stanley va la lui apporter sur un plateau d'ivoire et de caoutchouc. Établir la topographie du fleuve Congo sur la dernière terra incognita de la planète, voilà la mission que lui a confiée le roi. Pour ce faire, Stanley a besoin de bateaux. Il les commande à Cockerill. Voici les croquis qu'il adresse à l'usine de Serein. Ce sont les steamers à vapeur dont il a besoin pour explorer le fleuve. Ils lui seront fournis en pièces détachées et assemblés sur place. Plus tard, Cockerill participera aussi activement à l'installation d'un premier chemin de fer entre Matadi et Léopoldville, un chantier titanesque, dramatiquement coûteux en vies humaines. À l'autre bout du monde, le vieil empire chinois veut lui aussi son chemin de fer. Il fait donc appel aux établissements Cockerill. Les Chinois se méfient des grandes puissances comme de la peste. Ils ne craignent pas, par contre, la petite Belgique, dont ils connaissent fort bien le savoir-faire industriel et technique. En 1896, le vice-roi de Chine se rend en visite dans nos usines de Serein. Il en est très satisfait. Quelques mois plus tard, nous participons à la création d'un grand complexe sidérurgique à Hanyang, sur le fleuve Yangtze. C'est Cockerill qui fournit les capitaux et le matériel. Cockerill aussi qui forme les ouvriers et les techniciens chinois. Au tournant du siècle, le premier chemin de fer chinois est construit par des Belges sous la conduite de l'ingénieur Jean Jadot. 1300 km de voies ferrées entre Pékin et Hankeu. Cockerill fournit le matériel nécessaire, les locomotives, le matériel roulant, les ponts et notamment celui-ci, qui enjambe le très large et très capricieux fleuve Jaune sur 3 km. Une prouesse technique. Décidément, nos ingénieurs sont présents sur tous les continents et ils relèvent tous les défis. Quand le fer a remplacé le bois pour fabriquer la coque des navires, il n'a pas fallu longtemps pour que la vapeur détrône le vent. Depuis le milieu du XIXe siècle, les chantiers navals Cockerill ont fourni de nombreux bateaux à vapeur pour la ligne Ostende-Douvres, un secteur où les mécaniciens de Cockerill collectionneront les performances pendant plusieurs décennies. Voici par exemple le Marie-Henriette, un paquebot à aubes lancé en 1893 par les chantiers Cockerill de Hoboken. Il est propulsé par 2 machines à balancier. Bientôt nos navires seront équipés des moteurs mis au point par l'ingénieur Rudolf Diesel. Au fil du temps et des marées, on verra des bateaux Cockerill sur tous les océans, particulièrement bien entendu entre la Belgique et sa colonie. La société Cockerill devient gigantesque
Elle occupe plus de 10 000 personnes. Sa réputation est mondiale. À cette époque, la mondialisation, justement, se déploie aussi dans de grandes expositions universelles. Vitrine du savoir-faire industriel et technique, elle draine déjà des millions de visiteurs. Notre expertise en construction mécanique sera évidemment présente dans toutes ces grandes expositions, et forcément à celle de Liège en 1905. Voici Léopold II saluant sous les ovations le patron de Cockerill. Et voici le tout nouveau pont de Franier, réalisé pour l'expo par nos ateliers de Sorin. Cette année-là, la cité ardente est le centre du monde. Son bassin industriel est à l'apogée. La Belgique est une des puissances industrielles les plus importantes au monde. Je dis bien au monde. Hein. Et Liège a une réputation internationale. Le MIT, le Massachusetts Institute of Technology de Boston, est considéré aujourd'hui, je crois, comme la meilleure école d'ingénieurs au monde. Eh bien, il me semble qu'en 1900, le MIT de l'époque, c'était Liège. Savez-vous qu'en 1900, il y a plus de 2000 étudiants ingénieurs à l'université de Liège et plus de la moitié sont étrangers. On était aussi au top dans ce domaine-là. Tout va casser le 4 août 1914. Lorsque les troupes allemandes envahissent la Belgique en violant brutalement sa neutralité, le 4 août à l'aube, quelle consternation. Spécialement à Liège, où les liens avec l'Allemagne, intellectuels, industriels, commerciaux, avaient été si forts auparavant. Tout cela est pulvérisé en quelques heures. À Liège, comme partout ailleurs, la Première Guerre mondiale sera d'une violence inouïe, jamais vue jusqu'alors. C'est la première guerre industrielle en béton armé et en acier trempé. Cockerill aussi va plonger dans la tourmente. Alors le problème, c'est de savoir, une entreprise sidérurgique et métallurgique, qu'est-ce qu'elle peut produire à usage strictement civil et belge pendant la guerre sans que l'ennemi prenne des directives, impose des choses, etc. Alors la conception à ce moment-là des patrons, c'est une conception très patriotique. Il y a une entente entre Ougré-Mariey, Cockerill, la société John Cockerill, et les ateliers de la Meuse pour ne pas fabriquer pour l'ennemi. Les Allemands connaissaient très bien ce qu'on faisait chez Cockerill. Ce qui fait que le 13 août, un colonel allemand se présente devant Adolf Greiner, le vieux patron, et lui dit écoutez, c'est très simple, vous allez remettre vos ouvriers au travail, vous allez fabriquer ce qu'on va vous dire de fabriquer, et ceux qui ne voudront pas travailler seront punis, les autres auront des primes. On ne bouge pas. On ne bouge absolument pas, ce qui fait que le surlendemain, le 15 août, là c'est la manière forte. Un détachement allemand arrive, et on va prendre Léon Greiner, qui est le fils du patron, un ouvrier pris au hasard, et ils sont collés au mur dans la cour de l'entreprise. Le père Greiner proteste, etc. Il obtient que son fils soit conduit à Liège, interrogé, et lui-même va être conduit à Liège et détenu pendant 5 jours comme otage. Le problème, à l'époque, c'est que quand vous ne voulez pas fabriquer ce qu'on vous demande de fabriquer, il y a du chômage. Alors l'idée des Allemands va être très simple. Ah, vous ne voulez pas aller travailler? Eh bien, ce seront vos usines, vos machines-outils, votre savoir-faire qui va partir contre votre avis en Allemagne.
les Allemands vont créer des organismes spéciaux qui sont chargés de démolir les usines belges. Et à Cockerill, par exemple, c'est extraordinaire. On va faire sauter à la dynamite les murs tout neufs de certains ateliers. On va découper au chalumeau ou à l'air liquide toutes les charpentes métalliques. Les machines-outils, les presses de la chaudronnerie, tout ça disparaît. Il y a 10 laminoirs sur 11 qui sont complètement démontés, expédiés en Allemagne, et dans les hauts fourneaux, 2 sont détruits, et il y en a au moins 7 qui sont tellement endommagés par l'enlèvement de leurs pièces métalliques que c'est inopérant. Autrement dit, quand la guerre se termine, Cockerill est un champ de ruines, y compris le château, dont une partie va être incendiée. Le 11 novembre 1918, lorsque le canon finit enfin par se taire, une immense vague d'espoir lui fait écho. Tout le monde dit « c'était la der des der, plus jamais la guerre ». Aux sorties de la guerre, il faut tout reconstruire et c'est peut-être un avantage quelque part dans nos malheurs parce qu'on a construit du neuf. Cela dit, je suis tombé un jour aux archives de l'État à Liège sur un document qui m'a laissé rêveur. Il s'agissait d'une suggestion dans la profession de repartir ensemble. On lisait quelque chose du genre, écoutez, maintenant que tout est démoli, on va quand même pas recommencer tout ça chacun dans son coin. Avec du recul, je me dis c'est quand même une fameuse occasion manquée de reconstruire une sidérurgie puissante et unie en 1918. Vous avez eu parallèlement un phénomène de concentration bancaire qui est antérieur. C'est-à-dire que vous aviez jadis des banques importantes, mais qui étaient des banques locales, avec lesquelles, par une certaine endogamie dans le milieu des affaires, les capitaines d'industrie avaient un accès privilégié. Et nous avons la constitution maintenant d'ensembles nouveaux. Le glissement non plus vers les bassins industriels mosans ou sambriens, mais vers Bruxelles, de super ensembles de banques qui recherchent évidemment un profit maximal et vont freiner ce que j'appellerais les investissements à risque. Ce qui fait que pour beaucoup de patrons, il va être beaucoup plus difficile de se procurer des capitaux que dans ce que j'appellerais la décennie d'or, c'est-à-dire en 1900 et 1914 à peu près. Nous avons mangé notre pain blanc. Avec le recul, je me dis que la fabuleuse expansion industrielle du début du XXe siècle nous a aveuglés. Nous vivions alors dans l'illusion d'un monde infini, un monde où de nouveaux marchés à haut profit ne cesseraient de s'ouvrir. La Grande Guerre a rebattu les cartes. La Russie est devenue bolchevique. Une révolution a mis fin au système impérial chinois. Les États-Unis sont en plein essor. L'Europe et nous-mêmes Belges ne serions bientôt plus le centre du monde. Quant à mon usine, il faudra 10 ans pour qu'elle renaisse de ses cendres, tel le phénix. En janvier 1926, hélas, la Meuse est en crue, Serein est sous eau. Beaucoup de familles sont sinistrées et Cockerill est à l'arrêt. « 1927, voici enfin l'embellie. Cockerill tourne à nouveau à plein régime. C'est le moment pour l'usine de Serein de fêter avec faste son 110e anniversaire, le 100e n'ayant pas pu l'être pour cause de guerre. On parle de l'événement dans toute la presse. Les photographes sont venus en nombre. Le 1er octobre, Albert Ier, le roi soldat, arrive au château de Serein, sous les ovations. Mesdames et messieurs, l'histoire des usines Cockerill, dont nous célébrons aujourd'hui le jubilé, donne un exemple impressionnant de ce que peut l'initiative d'un homme, d'un ouvrier qui n'a pour toute fortune que son intelligence, mais qui voit juste et dont les idées sont servies par une inlassable ténacité.
c'est le fameux discours qui se fait dans le grand hall, qui a été reconstruit, et dans lequel, devant tout un aéropage, devant des ouvriers de chez Cockerill aussi, il plaide pour la science, expliquant que le sort d'un pays qui néglige la science et les savants est voué à la décadence, et c'est l'acte de baptême de ce qui s'appellera le Fonds national de la recherche scientifique. L'embellie des Golden Twenties sera de courte durée. Fin octobre 1929, le krach boursier de Wall Street plonge l'économie mondiale dans une récession extrêmement grave. Pourtant, même au plus fort de la crise, Cockerill réussira à maintenir sa production à un bon niveau, grâce au dynamisme de sa division mécanique et à la réputation de ses machines. Les chemins de fer, la fabrication des locomotives notamment, ont toujours eu une place importante chez Cockerill. Pendant toute l'histoire de Cockerill, on y a fait des locomotives. Comment ne pas évoquer la Douce, hein, qui va jusqu'en 1950, qui est un engin merveilleux. Il suffit de la regarder pour comprendre qu'elle est un peu fascinante. Eh bien, cette locomotive à vapeur faisait du 140 km/h, ce qui à l'époque était époustouflant. Elle a d'ailleurs gagné ce qu'on appelait le ruban bleu de la vitesse des locomotives. Ça laisserait bien longtemps avant le TGV. Un écrivain, Henri Vincenot, note « Elle nous a paru immense, longue comme un cigare dont elle avait la forme, avec sa proue conique, son corps très fin. Elle avait une allure indescriptible et une noblesse qui nous figeait sur place. » Le problème, dans l'entre-deux-guerres, est lié au fait que le bassin industriel liégeois se sent de plus en plus enclavé. Les usines Cockerill, en particulier, ont besoin depuis longtemps déjà d'un accès plus rapide au port d'Anvers pour assurer leur approvisionnement en matières premières et l'exportation de leurs produits. Après 10 ans de travaux, le canal Albert est inauguré en grande pompe, fin juillet 1939. Mais son exploitation ne débutera réellement que 6 ans plus tard, et pour cause. Le 10 mai 1940, c'est de nouveau la guerre. Le train va y jouer un rôle clé, non seulement parce qu'il redevient pratiquement le seul mode de transport disponible, mais aussi pour des raisons éminemment stratégiques. On va quand même continuer à produire sans avoir le sentiment de produire pour l'ennemi. Parce que les grands bombardements, par exemple, sur les gares de triage, sur tout ce qui sert à l'infrastructure des chemins de fer dans notre pays, mais les rails, il faut bien les refaire. Sinon, le ravitaillement qui vient de la campagne n'atteindra pas les villes. Pour les capitaines d'industrie belges, ça signifie quoi? C'est rester patriote, c'est-à-dire en ne fabriquant pas selon les desiderata ou les commandes de l'ennemi, mais continuer une activité pour ne pas créer une masse de chômeurs, mais surtout pour que l'ennemi ne puisse pas les déporter en Allemagne en s'abritant derrière les mêmes prétextes qu'en 1914. Alors, ce sont des distinguos très subtils qui vont alimenter des flots de postillons oratoires et des flots d'encre imprimée. Comment faire la limite? Par exemple, la société Cockerill va dire « mais pendant la guerre, nous n'avons rien fabriqué que l'Allemagne pouvait utiliser directement. On se bornait à faire des billettes, c'est-à-dire du fer non ouvré, et à fabriquer des gueuses de fonte, etc. » Mais là, c'est tout le problème, évidemment. Parce que ces billettes, si même on ne sait rien en faire tout de suite, si vous les refondez dans une usine d'Allemagne, etc., vous avez quand même de quoi faire une production de type militaire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, aucun dégât, ou presque, n'est à déplorer chez Cockerill. En septembre 1944, l'entreprise peut donc se remettre en route directement, à plein régime. L'outil est à peu près intact, mais vieilli. Il date des reconstructions effectuées en 1920 et 1927.
Alors vous allez me dire, mais il n'a plus de concurrence. La Ruhr a été bombardée, oui, mais tout l'effort de reconstruction, le miracle économique allemand, lui, va utiliser des techniques qui, chez nous, ne sont pas encore adoptées. L'outil est intact, mais il commence tout doucement à devenir obsolète. Et le même phénomène qui s'était passé dans les années 20 avec des concentrations bancaires va se passer avec d'énormes blocs économiques et qui ne sont pas intéressés à investir lourdement dans un secteur, parce que le charbon diminue à peu près partout aussi, qui n'a plus les mêmes possibilités d'expansion. 1951, c'est la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La CECA instaure un marché commun pour l'accès aux matières premières et pour la vente des produits finis. Réguler le charbon et l'acier, c'est la première grande étape de la construction européenne. L'événement est historique. Il ne s'agit ni plus ni moins de rendre impossible, impensable même, une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. C'est-à-dire que nous entrons dans une économie qui ne connaît plus de frontières, qui est une économie au niveau européen, en attendant de devenir une transatlantique, mondiale, etc. Et là, c'est un tout autre sujet, un tout autre domaine que celui de l'historien. Désormais, les sidérurgistes européens, Cockerill en particulier, seront de moins en moins seuls dans le monde à faire de l'acier. Avec l'émergence des pays à bas salaire en Asie du Sud-Est notamment, le bras de fer compétitif va devenir de plus en plus musclé. Les champions d'hier ne seront plus ceux de demain. Pour la division mécanique de Cockerill, pour ses ingénieurs comme pour ses ouvriers, surnager dans pareil contexte va devenir de plus en plus compliqué. Je suis entré à la construction mécanique de Cockerill le 1er avril 1957. On fabriquait de tout. C'était l'atelier de polyvalence par excellence. Donc on voyait sur les mêmes machines, c'était ça le paradoxe, on voyait sur les mêmes machines passer des pièces de gros moteurs dits marins, gros moteurs diesel marins, des pièces de turbines, des pièces de mécanique diverses, des pièces d'armement, des pièces lourdes de métallurgie, tout passait. Tout ce qui avait un caractère mécanique et mécanique lourde transitait par ces machines. Et c'est ce qui était extraordinaire, c'est que les ouvriers étaient capables de passer d'une pièce à l'autre pratiquement dans une succession immédiate. Ce qui, évidemment, était très bon pour leur capacité technique de savoir tout faire, mais qui était extrêmement pénible au point de vue de la rentabilité et la productivité de l'atelier. Moi, j'ai commencé à Cockerill le 25 juin 1955, comme tourneur. Je sortais de l'école technique, je n'avais même pas encore fini. J'ai passé la visite médicale le lundi, j'ai commencé. Il y avait énormément de travail. En tant vraiment qu'ouvrier, je n'avais pas tellement de contact avec les ingénieurs, mais par après, en devenant plus ancien, j'ai compris qu'il y avait certaines questions qu'il fallait leur poser quand j'avais un petit problème, etc. Et c'était des gens qui étaient capables de me dépanner techniquement. Et c'est un savoir qui s'est étiolé dans le temps. Au milieu des années 1950, l'usine Cockerill et sa voisine, Ougré-Marié, ont fusionné pour tenter de rationaliser et rentabiliser leur production. Le processus de concentration industrielle était enclenché. Il ne s'arrêterait plus jusqu'à la constitution du groupe Cockerill-Sambre, un quart de siècle plus tard. Au début des années 1960, de gigantesques investissements sont consentis pour construire Sidmar, une sidérurgie maritime non loin de Gand, un outil ultramoderne et une terrible concurrence pour Cockerill. Sur le plan social aussi, les esprits entrent en ébullition. Cockerill
creuset de la conscience ouvrière à la fin du XIXe siècle, est devenu depuis un fort bastion syndical. Il est un des fers de lance des grandes grèves de l'hiver 1960-61. Pour la première fois, les sidérurgistes wallons mesurent le vieillissement de leur outil industriel, le manque d'investissement et de modernisation, le fossé qui se creuse avec le nord du pays. Une douloureuse prise de conscience qui pèsera sur toutes les négociations où se jouera bientôt l'avenir de l'acier wallon. Chez Cockerill, en tout cas, on pense de plus en plus acier et de moins en moins mécanique. Pendant la période, disons les années glorieuses de la sidérurgie, je dirais essentiellement entre les années 1950-1970, les produits sidérurgiques étaient incontestablement plus rentables que les produits de la mécanique et on était un peu considéré, je dirais, comme un glorieux vestige du passé plutôt que comme un élément d'avenir. Donc on était un peu marginalisé. Le gros diesel marin, c'était le plus beau produit de la division. Chaque moteur marin faisait 50 000 heures de travail. C'était des monuments qui mesuraient 20 mètres de haut, 10 mètres de long, à 10, 12, 15 cylindres d'1 mètre de diamètre. C'était des objets magnifiques. Seulement, nos deux clients, c'était les deux chantiers belges. C'était le Cockerill à Hoboken et le chantier Boulatamise. Et puis les Japonais ont commencé à construire des chantiers les plus grands du monde et tout le marché du naval est parti au Japon en quelques années. Donc cet important, très important marché a complètement disparu de notre carnet de commandes. Avec le premier choc pétrolier fin 1973, l'économie mondiale entre à nouveau en récession. L'année suivante, la sidérurgie européenne, wallonne en particulier, craque de toutes parts. En septembre 1975, les carnets de commandes de Cockerill sont désespérément vides. L'acier wallon que contrôle encore la Société Générale de Belgique est au bord de la faillite. L'État belge sera bientôt appelé à la rescousse, comme par le passé, pour sauver les meubles et éviter la catastrophe sociale. Le paquebot Cockerill tangue dangereusement et sa division mécanique est en danger de mort. Elle aurait pu effectivement disparaître, donc on a cherché les solutions possibles pour une filialisation de la construction mécanique pour être ensuite éventuellement totalement indépendante financièrement. Et c'est fin 82 que nous avons signé la naissance de CMI, Cockerill Mechanical Industries. L'entreprise se repositionne aussitôt sur un marché nouveau que l'on dit prometteur, l'électronucléaire. Elle participe à la construction du parc nucléaire belge avec la fourniture de grosses pièces mécaniques. La rentabilité est au rendez-vous, du moins au début. Il était prévu, au départ, de construire 9 centrales nucléaires. Or, après la 7e, le gouvernement belge décide d'en rester là. Ça nous a fortement ennuyés, parce que d'abord c'est une activité qui s'arrêtait, et deuxièmement parce que nous avions prévu l'amortissement des énormes investissements que nous avions dû faire sur la durée de nos centrales. Il a donc fallu à ce moment-là faire un amortissement accéléré qui a conduit aux 2 années sombres de 87 et 88. Entre-temps, Cockerill-Ougré et Hainaut-Sambre ont fusionné. Les 2 bassins sidérurgiques de Liège et de Charleroi se sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Mais le calvaire de l'acier wallon, ce grand corps malade, n'est pas fini. L'État belge doit faire appel à un secouriste français de haut vol. Je crois que Jean Gandois a rappelé aux sidérurgistes que le problème, c'était pas de produire,
mais c'était de vendre, et qu'on ne pouvait produire que ce qu'on était capable de vendre. Donc, à l'époque, Liège était réuni avec Charleroi, nous étions à Cockerill-Sambre, on avait 4 aciéries, le plan Grandois en supprime 2. Si on regarde le personnel, en 1970, Cockerill-Sambre occupait 20 000 personnes de plus qu'en 1990. Donc ça a été un moment extrêmement douloureux, mais indispensable. La survie de la sidérurgie wallonne en dépendait. Vous savez, on se méprend toujours sur le temps psychologique et le temps biologique. Le monde va très vite, les techniques changent brutalement, les marchés changent brutalement, nous en avons des exemples aujourd'hui, et on voudrait que les hommes dans leurs habitudes, les hommes et les femmes dans leurs habitudes, s'adaptent de manière instantanée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si on veut forcer, alors là, on casse psychologiquement et on démotive. Alors il faut aller aussi vite que possible sans casser. Le plan Gandois sera appliqué intégralement. Pour les finances publiques, il aura un coût drastique. Pour l'emploi, un impact social dramatique. En 1998, le groupe Cockerill-Sambre est absorbé par le français Uginor, qui fusionne bientôt avec l'Arbette luxembourgeoise et Aceralia l'espagnol pour former un nouveau mammouth mondial, Arcelor. En 2003, sa direction annonce la fin de tout investissement dans la sidérurgie à chaux liégeoise. Puis, en janvier 2006, c'est l'offre publique d'achat d'un certain Mittal, numéro 1 mondial de l'acier, et la création d'ArcelorMittal. Pour Cockerill-Sambre, le centre de décision n'est plus serein, ni Bruxelles, ni Paris. Les ordres viennent désormais de Londres, le quartier général de Mittal. C'est comme cela que mon usine est entrée dans le casino mondial de l'acier. Je n'arrive pas à y croire. Était-ce vraiment inéluctable qu'elle perde son indépendance ? C'est une question extrêmement difficile. Allez, je vais prendre un risque. Peut-être bien qu'il aurait pu se prolonger de quelques années. Je dis cela parce qu'il existe quand même en Europe, en Allemagne à Salzgitter, en Autriche, chez Wöst, en Suède, il existe quand même des groupes sidérurgiques de la dimension de celle qu'avait Cockerill-Sambre, qui tournent toujours. Donc il est possible que si nous étions restés maîtres de notre destin, aujourd'hui, peut-être, notre sidérurgie à chaud fonctionnerait encore. Mais à terme, elle était quand même condamnée. Ah, moi, mon métier, je l'adorais. Parce que quand j'avais fait une pièce, j'étais fier de ce que j'avais fait. Ça, oui, c'est une véritable fierté. Il y a des pièces magnifiques de réalisation. À un moment donné, vous vous demandez, c'est bien moi qui ai fait ça, quoi. Pour moi, l'ambiance ouvrière, c'est quelque chose de magnifique. Il y a une fraternité. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs. Mais quand j'étais sur une machine, quand on travaillait souvent à 3 pauses, ben, on s'aidait l'un à l'autre, sans aucun problème. Il n'y avait aucune animosité. On était vraiment des frères. Et ça, c'est quelque chose... Je ne sais pas si ça existe encore, ça, je ne saurais pas vous dire. Mais à ce moment-là, c'était magnifique. La sidérurgie à chaud s'est terminée à Liège. Une page d'histoire se tourne. Et quelle histoire! Deux siècles qui ont façonné le bassin industriel, ses paysages, son atmosphère, ses habitants. Personnellement,
J'apprécie beaucoup qu'on ait décidé de conserver les façades de mes anciens ateliers mécaniques, ainsi que leur structure en acier. C'est un symbole. J'apprécie aussi, et c'est bien plus qu'un symbole, que les aciers du futur que l'on met au point dans la sidérurgie à froid liégeoise conservent un bel avenir. Quant à l'ancienne division mécanique de Cockerill, elle s'appelle aujourd'hui Cockerill Maintenance et Ingénierie. Elle vole de ses propres ailes et s'en porte plutôt bien. Architecturalement et industriellement, son visage a complètement changé. L'ingénieur qui s'est installé au château de Serein pour prendre les rênes de mon usine, le voici. C'est un passionné comme je l'ai été, et comme moi, il développe l'activité à l'international. En 2002, il est devenu mon héritier industriel, comme beaucoup d'autres l'ont été avant lui. Avant d'en acquérir l'actionnariat, j'ai pendant près de 3 ans présidé cette société sans avoir de rôle opérationnel, mais j'étais un observateur de cette richesse technologique qui était un petit peu latente, qui était un petit peu, je ne veux pas dire en sommeil parce que les gens étaient vraiment méritants. Pendant 20 ans, il y a eu des pertes énormes, successives, qui auraient pu démoraliser, mais le fait d'avoir cet amour de la technique, cette passion pour la technique, a maintenu au poste un certain nombre de cadres, d'experts, et cette expertise, il fallait la libérer. Aujourd'hui, dans ces 5 grands secteurs d'activité, le groupe CMI continue à concevoir et à développer des locomotives, des chaudières, des canons, des équipements pour l'industrie. Il est également très actif en matière d'environnement, ce qui n'existait pas de mon temps. Au total, CMI occupe plus de 5000 personnes dans le monde. Il est implanté dans 24 pays, au premier rang desquels l'Inde, la Chine et le Brésil. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a plus beaucoup d'ouvriers à Serein. Ceux qui restent sont spécialisés dans la maintenance. Par contre, dans les bureaux d'études, il y a une pépinière d'ingénieurs. Certains d'entre eux sont des fils ou des petits-fils d'ouvriers. Ici, par exemple, on met au point des récepteurs solaires pour la centrale Key Solar One, en Afrique du Sud. Un défi industriel et technique majeur, comme je les aimais. Prendre à la racine le problème du réchauffement climatique, quel challenge pour de jeunes ingénieurs. Tout le monde a déjà fait l'exercice de concentrer l'énergie du soleil avec un miroir pour allumer un bout de papier. Eh bien, c'est ce qu'on fait à Key Solar One, à plus grande échelle évidemment. Pour vous donner une idée, nos ingénieurs ont réussi à concentrer 500 fois l'énergie du soleil sur 1 mètre carré. C'est cela qui permet de produire de la vapeur à haute pression et à haute température pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Aussi sophistiquée soit-elle, cette chaudière thermosolaire reste une chaudière classique. On y trouve tous les composants indispensables, comme dans les machines à vapeur que je produisais il y a 200 ans. Key Solar One, c'est d'abord la continuité, puisque depuis 2 siècles, le groupe Cockerill exploite le potentiel de la vapeur. Mais c'est aussi l'innovation et presque la révolution technologique, puisque grâce à nos chaudières, nous pouvons aujourd'hui produire 50 MW sur un seul et même site, et demain 110 voire 250 MW, puisque nos plans sont déjà faits. Avec des technologies de sel fondu qui permettent de stocker l'énergie pendant la nuit, on peut la restituer et donc avoir des centrales solaires qui fonctionnent 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de couvrir beaucoup de déserts de centrales thermosolaires puisque 3% de l'énergie solaire qui frappe le Sahara, par exemple, est suffisante pour couvrir l'énergie dont a besoin le monde. Il a laissé vraiment ici, à Serein et à Liège, et en Wallonie même,
vraiment une empreinte incroyable pour un Anglais. Ben, la personnalité de John Cockerill nous frappe parce que, comme je dis, comme tous les grands managers visionnaires, il s'est rendu compte des besoins de son temps, il les a compris et il a trouvé des solutions. Les temps changent, les problèmes changent, mais de tout temps, il appartient à ces grands managers de comprendre les problèmes de leur temps et de les résoudre. Vous êtes toujours dans Retour aux sources. Nous recevons l'auteur de ce film, John Cockerill, toute une histoire et surtout le plaisir de retrouver un ancien collègue, Bernard Balthaud. Bonsoir. Bonsoir Élodie. Alors vous avez été journaliste pendant 30 ans à l'RTBF, principalement pour des émissions à caractère historique, de Jour de guerre à Moi Belgique, en passant par Les années belges ou Ce jour-là. Aujourd'hui, vous réalisez des documentaires à caractère historique. Votre credo, désormais, c'est de chercher, on peut dire, dans le passé, les clés de compréhension de notre monde d'aujourd'hui. C'est aussi le but de cette émission, bien évidemment. Alors, on peut se demander, alors en quoi étudier John Cockerill peut nous permettre de comprendre la situation actuelle alors qu'il n'y a plus beaucoup d'ouvriers chez Cockerill et que les hauts fourneaux se sont éteints? Mais merci Élodie de rappeler mon goût invétéré, quasi inexcusable pour l'histoire. Vous savez que les climatologues font des carottages dans les calottes polaires pour retrouver l'air qu'on respirait il y a quelques siècles. On peut comparer ça? On peut comparer, c'est une plongée dans les archives et à la recherche, vous l'avez dit, d'un fil conducteur. Bon, c'est pas l'arsenic et les vieilles dentelles que je cherche dans l'histoire, c'est vraiment ce fil conducteur qui nous permet de mieux comprendre ou de rendre intelligibles les évolutions d'aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé dans l'approche de cette histoire, de cette longue histoire, 200 ans... 2 siècles, oui. C'est non seulement la personnalité de John Cockerill, dont l'ombre tutélaire a continué à planer sur ce Rhin pendant 2 siècles. Il ne faut pas que sa personnalité occulte non plus ceux qui lui ont succédé, parce que il y en a eu beaucoup et de grande qualité. Ce qui m'a frappé aussi, c'est cette espèce de pérennité de l'innovation industrielle et technique dans cette entreprise au long cours. Et vous avez compris que ça venait de là? Alors, de lui, alors? Alors, ce qui est très frappant chez John Cockerill, c'est dit dans le film, c'est au fond un autodidacte. Il part de rien, il est l'apprenti dans les ateliers de son père, il fréquente les chaudronniers, les charpentiers, il met la main à la pâte et il se salit les mains dans l'huile. Et dès l'âge de 17-18 ans, il est pris, il est saisi par cette envie d'innover, d'améliorer les mules génies, ces fameuses machines à filer mises au point en Angleterre et que son père a commencé à développer sur le continent, à Liège. On situe les débuts de la révolution industrielle à cette époque-là, métier mécanique à tisser, mais aussi la machine à vapeur.
c'est pas lui qui l'invente, mais c'est lui qui la développe et qui va la propager un peu partout en Belgique, mais aussi en Europe. C'est un voyageur invétéré. Alors vous parlez de son papa, c'est vrai qu'on se dit Cockerill, la Belgique, Liège. En fait, on se rend compte dans votre film que son père arrive par hasard, voire par dépit en Belgique, et que finalement tout ça est assez hasardeux. Alors, c'est un artisan mécanicien génial. Il a perçu... William Cockerill, le père, il a perçu qu'il y avait plein de perspectives et il a envie de quitter l'Angleterre, berceau de la révolution industrielle, pour essayer de propager les métiers à tisser mécaniques. D'abord, il essaye en Suède. Et voilà, mais ça ne marche pas trop et finalement, il atterrit en Belgique, à Verviers. Et puis, il entend parler de Verviers et du textile verviétois. Et c'est là que sa carrière va véritablement commencer. Et puis il s'installera à Liège parce que Liège est une plus grande ville, il a davantage de débouchés. Et de fil en aiguille, cet artisan mécanicien devient vraiment le pionnier belge. Enfin, il est d'origine anglaise, mais il est d'abord naturalisé français. Et puis, c'est en Belgique, à Liège, qu'il va lancer la révolution industrielle sur le continent. C'est à lui qu'on doit cette histoire entre John Cockerill et Liège. Alors, on parle au départ du frère de John, James, qui est avec lui au moment de racheter ce château à Serein, et puis il disparaît un peu de la circulation. Finalement, il devient quoi, James? Alors, James... On n'a pas retenu son nom. Il revendra ses parts, comme il est dit dans le film, et il va investir à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle est l'autre ville berceau de la révolution industrielle sur le continent. Et donc, on perd effectivement un peu sa trace. Sa réussite est moins spectaculaire que celle de son frère John. Et donc, on se concentre effectivement sur John. Mais ils arrivent tous les deux. C'est tous les deux qui rachètent avec leurs économies le château de Serein au roi Guillaume des Pays-Bas, qui est un homme ambitieux, volontaire, et qui veut développer les provinces du Sud. C'est lui d'ailleurs qui, dès 1822, construira et créera la Société Générale des Pays-Bas, qui va puissamment contribuer au développement industriel de la Wallonie et qui deviendra plus tard la Société Générale de Belgique. Alors on revient quand même à une période où la Wallonie devient la Belgique devient la deuxième puissance industrielle mondiale. C'est vrai qu'on a encore du mal à se l'imaginer aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné à ce point? Alors bien sûr, on avait les matières, on avait les machines, on avait les techniques, mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à ce point? La mondialisation débute sur le plan industriel, économique, technique. Et ce qui est très frappant dès John Cockerill, il va en Russie. La Russie a un besoin énorme d'industrialisation. Est-ce que c'est à lui que l'on doit cette deuxième position, principalement? C'est lui qui, en premier, va prospecter et donner ce goût de l'exportation et d'aller développer nos techniques ailleurs. Mais c'est véritablement dans le dernier quart du 19e siècle que cette expansion industrielle tous azimuts va s'organiser et Cockerill en sera le fer de lance. La Russie va devenir un lieu d'investissement énorme pour les entreprises belges, et Cockerill en particulier. On met la main sur des ressources minières qui se trouvent là-bas et qui vont bientôt commencer à manquer par chez nous. Et puis en Chine, on va développer le premier chemin de fer chinois à la fin du Donc on parle de mondialisation aujourd'hui, on est quand même un peu présomptueux. Ouais, ça ne date pas d'hier. Et les Belges ont contribué à leur manière, grâce à leur savoir-faire technique et aussi un certain goût de l'expansion industrielle et du profit, ne nous cachons pas. Ces sociétés russes tenues par des Belges rapportent d'énormes dividendes avant la Première Guerre mondiale. Mais donc, c'est là véritablement que les Belges vont contribuer à la modernisation progressive de la Russie et de la Chine. Un chemin de fer, c'est pas simplement transporter des touristes ou des voyageurs, c'est aussi transporter des techniques, des innovations et des idées nouvelles. Alors on comprend bien aussi que l'important dans cette histoire, on le comprend dans votre film, ce ne sont pas les inventions qui ne sont pas forcément belges, c'est plutôt leur utilisation, le flair de John Cockerill de racheter tel ou tel brevet. Voilà, ça c'est le coup de génie permanent de John Cockerill. Ce n'est pas un financier, ce n'est pas un management hors pair, comme on dirait aujourd'hui, mais il a le goût d'entreprendre. Et donc, il se lance
dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une veille technologique. Il est à l'affût de tout ce qui se passe, de ces découvertes, et il y en a beaucoup au XIXe siècle, de ces découvertes qui vont changer le monde. C'est là son plus grand talent. Absolument. Il rachète des brevets, il améliore les produits, les machines qui sont issues de ces découvertes, et il va les améliorer, les perfectionner. Cockerill déposera aussi des brevets, et John Cockerill et ses successeurs ont ce talent extraordinaire de s'entourer de mécaniciens de génie. On peut citer des Brie-Almont dans le domaine des équipements, des ponts. On peut citer Jean Craft de Lasso, qui va fabriquer les ascenseurs à bateau sur le canal du Centre. Donc choisir les bonnes personnes. Voilà, choisir les bonnes personnes, et puis ce goût pour les horizons lointains. On peut parler aussi du Congo, etc. Donc l'entreprise Cockerill est toujours, à travers sa division mécanique, parce qu'aujourd'hui, on a gardé de Cockerill l'image d'un producteur d'acier, de milliers de tonnes d'acier. C'est vrai, on se dit Cockerill acier, alors qu'au départ, son but, c'est plutôt d'utiliser la machine à vapeur. Voilà, fabriquer des machines et les vendre. Et donc, il crée une entreprise intégrée, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire il a besoin de fer, il a besoin d'acier, il crée des hauts fourneaux, il crée des laminoirs, des forges, et tout cela pour fabriquer des machines. C'est vraiment la vocation initiale de Cockerill, c'est de fabriquer des machines nouvelles qui vont créer une série de processus nouveaux sur le plan industriel et changer la vie de tous les jours. Rendez-vous compte, la machine à vapeur, ça va complètement changer les méthodes industrielles de production. Mais il a cette chance aussi du chemin de fer qui arrive à ce moment-là. Alors le chemin de fer, c'est un du coup de pain béni chance pour extraordinaire. Cockerill. Effectivement, c'est une possibilité de développer ses activités en Belgique et à l'étranger, parce qu'on achète des locomotives à vapeur et puis aussi des bateaux à vapeur Cockerill à travers le monde. Et donc, c'est vraiment ce métier de base, ce cœur d'activité, ce sont les fabrications mécaniques. Et il est curieux de voir aujourd'hui que l'entreprise qui est issue de cette ancienne division mécanique de Cockerill, c'est-à-dire CMI, Cockerill, maintenant c'est ingénierie, continue à se baser sur ces métiers de base et continue à miser sur l'innovation industrielle et technique. Voilà, on va en parler, on va revenir à ce nouveau groupe CMI qui porte toujours ce nom de Cockerill, ce qui est assez symbolique. On parlait de choix de bonnes personnes, c'est un docu-fiction. Alors j'imagine que les critères pour choisir le comédien qui incarne John Cockerill dans votre film n'ont pas été que physiques. Il avait un caractère, ce John Cockerill. Alors Martin Swaby, c'est son nom, a vraiment beaucoup travaillé pour entrer dans ce personnage, John Cockerill. Et je dois dire qu'évidemment, au-delà de la ressemblance physique, il a pris très à cœur ce rôle. Il est lui-même d'origine britannique par son père et allemande par sa mère. Et donc, il a aussi ce goût de l'internationalisation, si je puis dire. Et donc, il connaissait pas bien le personnage de Cockerill au départ, quand je lui en ai parlé, mais il s'est vraiment incarné dans ce personnage. Et alors, il incarne un John Cockerill assez fougueux, peut-être même hyperactif, très charismatique. Est-ce qu'on sait des choses de l'homme John Cockerill en privé? Est-ce qu'il était comme ça aussi énergique? Alors, on sait qu'il était énergique, qu'il dévorait l'avenir, il n'arrêtait pas de travailler. Mais sur le personnage, à proprement parler, de Cockerill, on sait assez peu de choses, au-delà de son dynamisme. C'était un homme discret, il faisait peu de discours, il écrivait peu, on a gardé un peu de correspondance, mais c'est surtout à travers les témoignages de ses contemporains qu'on peut approcher ce qu'il était au point de vue caractère et tempérament. On a l'impression que tout lui est réussi, à part pour ses finances, mais il a quand même chaque fois la bonne idée au bon moment. Est-ce finalement, cette capacité, ce charisme, cette capacité de séduction a pu lui servir, d'après vous? Indéniablement. Une énergie farouche. Effectivement, à la fin de sa vie, il cherche l'appui du tsar Nicolas Ier et il ne le trouvera pas. Et là, c'est une grande déception. On a dit qu'il s'était suicidé suite à cet échec. On sait maintenant que ce n'est pas un suicide, mais qu'il a été frappé par une fièvre typhoïde foudroyante.
qu'il est mort à 50 ans, très jeune, à Varsovie. Mais donc, voilà, il a su, tout au long de sa carrière, se relever de ses échecs et repartir de plus belle. Et toute l'histoire des établissements Cockerill est jalonnée d'échecs et puis de réussites. Voilà, parce qu'il meurt assez jeune, mais ensuite l'entreprise va perdurer et pendant plus de 150 ans, elle continue de porter son nom. Elle aurait pu changer 10 fois de nom au fil des évolutions, au fil de ses différents patrons. Bien sûr, il y a un label, un outil marketing, mais est-ce que malgré tout, c'est pas aussi symptomatique, symbolique d'autre chose? C'est un phénomène assez rare, effectivement, que le nom du fondateur reste attaché aussi longtemps à l'entreprise qui l'a fondée. Je pense que si John Cockerill est resté dans les mémoires, c'est pas seulement par son extraordinaire esprit d'entreprise. On dit aussi que c'est par le sens social qu'il avait. Cette époque, vue rétrospectivement, c'est l'époque qu'on dit du capitalisme sauvage. John Cockerill avait une dimension humaniste très prononcée. Il crée, on l'a rappelé dans le film, une école industrielle. Il crée un ascenseur social, il a besoin d'ouvriers qualifiés, mais on sait que chez Cockerill, d'ailleurs ses ouvriers ont célébré son retour en force après l'indépendance de la Belgique. Cockerill était plutôt orangiste, il a eu du mal à se reconvertir à notre belgitude, il l'a fait finalement, mais les ouvriers étaient vraiment attachés à la personnalité de ce patron. Et je pense que au-delà encore de l'esprit d'entreprise, il a transmis une certaine vision aussi humaniste de l'entreprise. L'entreprise comme source de progrès social et de richesse. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui reste attaché. Quand on voit cette pancarte, c'est pas nous qui avons attaché la pancarte à la commune de Seraing, nous sommes tous des enfants de Cockerill. Et je me disais, est-ce que c'est une formule ou est-ce que vous avez vraiment ressenti en allant sur place qu'il y avait encore cet esprit, même de filiation par rapport à John Cockerill, un esprit familial de tous ces ouvriers? Alors nous avons rencontré quelques ouvriers, quelques employés, quelques cadres, quelques ingénieurs. Nous n'avons pas fait une enquête sociologique approfondie, mais il est très clair que cette histoire industrielle est aussi une histoire sociale, une histoire technique, industrielle, mais aussi sociale. Cockerill a été le creuset de nombreuses conquêtes sociales au cours, vers la fin du 19e, au début du 20e siècle. Et j'ai senti, notamment cet ouvrier tourneur qui est dans le film, et il n'est pas le seul à le penser. Il semble très ému. Il y avait un véritable attachement à cette entreprise. Et dans les ateliers, cette atmosphère d'entraide dont il parle est très très forte. Cet ouvrier me disait aussi, les ingénieurs venaient dans les ateliers. Lorsqu'on avait un souci pour réparer telle ou telle machine, les ingénieurs étaient là, ils ne restaient pas dans leur bureau. Et il dit c'est une tradition qui s'est un peu perdue aujourd'hui. On parlait du groupe CMI où là aussi il y a le C de Cockerill. C'était important qu'il revienne, qu'il soit de nouveau sur le devant de la scène? En juger par ce qu'on m'a dit au sein du personnel de l'entreprise, ce nom Cockerill est incontournable. Il faut le garder. Peut-être même qu'un jour, l'entreprise ne s'appellera plus que par le nom de Cockerill. Mais on a du mal à s'en défaire de ce nom. On a du mal à s'en défaire, manifestement. La personnalité de John Cockerill était attachante. Et d'ailleurs, dans votre film, vous continuez de le faire parler. Tout au long, bien après sa mort, on entend encore sa voix. Alors, il me semblait important, c'est un petit peu un parti pris de réalisation, mais il me paraissait important que sa voix, effectivement, continue à quelques étapes du déroulement de l'histoire, de ce roman industriel, qu'on entende sa voix. Lorsqu'il parle des restructurations, des fusions, des absorptions de la dernière partie de l'histoire de Cockerill, jusqu'à la suppression de la sidérurgie à chaud, il se dit, mais bon, comment est-ce que mon entreprise est entrée dans le casino mondial de la sidérurgie? Je pense qu'il a dû s'interroger quelque part sur cette évolution, mais certainement se réjouit-il que son ancienne division mécanique ait subsisté.
Aujourd'hui, on parle de troisième révolution industrielle. Pour certains, elle est en cours, pour d'autres, elle arrive tout prochainement. Quelle place pourrait avoir l'esprit Cockerill dans cette troisième révolution? Est-ce qu'il a une place déjà? Je dirais la même qu'elle a toujours été, c'est-à-dire miser sur l'innovation industrielle, miser sur la créativité, non seulement des ingénieurs, mais des cadres, des techniciens, des ouvriers. C'est cette innovation, cet esprit anticiper l'avenir, c'est cet esprit d'innovation qui peut permettre à nos entreprises de se développer. Et c'est le cas, je peux en parler en tant que journaliste, je ne fais pas ici la promotion d'une entreprise, c'est le cas de cette société CMI qui se place à présent sur des créneaux tout à fait novateurs. On a parlé de cette centrale Key Solar One dont CMI produit la chaudière, la machine à vapeur qui permet de produire la vapeur à haute pression et à haute température pour faire tourner une turbine et fabriquer de l'électricité. Je ne dois pas vous expliquer que c'est une innovation que tout le monde attendait et qu'on espère continuera à se développer. C'est évidemment quelque chose qui permet ou qui permettra peut-être de relever les défis du réchauffement climatique. Donc Cockerill peut encore traverser, affronter un troisième siècle peut-être? Le boulot est rude, la concurrence est énorme, mais je pense que cette innovation, cet esprit d'inventivité reste, il est toujours présent dans cette pépinière d'ingénieurs que l'on trouve à Seraing et dans les divisions de CMI. La John Cockerill, toute une histoire. On va peut-être dire que le DVD va être distribué dans les écoles de Liège, c'est ça? Alors vous savez, un documentaire historique, ça passe à la télévision, il sera projeté aussi sur grand écran à Liège dans le courant du mois de mai. Mais il a été décidé aussi d'en faire un DVD pour les écoles liégeoises. C'est son aspect pédagogique, peut-être aussi au-delà des écoles liégeoises. On verra bien. Il y aura aussi une exposition à la Bovary. Voilà, ce film s'inscrit dans tout un cadre de commémoration, de festivités à l'occasion de cet anniversaire. Oui, des ouvrages historiques vont sortir de presse. Effectivement, il y a une commémoration assez importante, avec une visite royale aussi sur place à Seraing le 11 mai. On se réintéresse à ce passage de notre histoire, aux lignes de force siècles de notre histoire industrielle, oui. Merci Bernard Balthaud d'être venu nous voir. On attend avec impatience votre prochain documentaire historique. Et d'ici là, nous on se retrouve très vite pour un nouveau retour aux sources. En attendant, n'oubliez pas votre rendez-vous de l'histoire en radio sur La Première, tous les jours à 13h30 dans l'émission de Laurent Dehausset. Un jour dans l'histoire. Excellente fin de soirée. À bientôt.